de Next. Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon. Julien Hervouette est donc avec nous. Il a cofondé iAdvise et après avoir découvert plus en détail l'activité de l'entreprise, on va s'intéresser à l'homme, à l'entrepreneur, comprendre ce qu'il a forgé pour comprendre l'entrepreneur qu'il est aujourd'hui. On retrouve donc notre compère Olivier et notre invité Julien. Alors Julien, on a dit que iAdvise était basé à Nantes. Alors je recommence par ça, mais en le prenant sous l'angle plus personnel. Tu nous as dit en off que tu étais toi aussi né à Nantes, donc pas seulement iAdvise, mais toi aussi. Et est-ce que du coup le choix de Nantes s'est imposé juste parce que tu étais là ? Et ce qui nous intéresse, c'est de savoir finalement pourquoi, mais aussi est-ce que c'est mieux d'être à Nantes qu'à Paris pour une startup qui réussit comme iAdvise ? Il y a des avantages et des inconvénients, indiscutablement. Effectivement, je suis né à Nantes. J'ai quitté Nantes pour les études. J'y suis revenu. Et au début de ma carrière, pour le seul poste que j'ai occupé en tant que salarié, quand je bossais pour Jérémy Bérébi chez Zlio, l'équipe dirigeante était à Tel Aviv, on avait un bureau à New York, on avait un bureau à Berlin. Et donc, rue Notre Capitale, vous avez choisi Nantes. Exactement. Voilà. À l'époque, évidemment, Jérémy me dit il faut que tu ailles à Paris pour monter l'équipe produit. Et j'ai réussi à le convaincre de le faire à Nantes. En lui exposant le fait qu'à Nantes, on retrouvait tous les talents dont on avait besoin pour pouvoir créer une équipe produit, qu'on allait peut-être les trouver même plus facilement, qu'on allait avoir une meilleure rétention. Et pourquoi est-ce que je voulais rester à Nantes ? C'était un choix de vie très personnel sur l'équilibre que j'allais y trouver, le rythme et le mode de vie dont j'avais besoin. Voilà. Et quand j'ai fondé iAdvise, c'était une évidence pour moi de le faire à Nantes. Il n'y a aucun moment tu pèses les pour et les contre. Il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs en région qui décident de revenir à Paris pour lancer leur boîte, pour rencontrer les invests, leurs premiers clients, notamment grands groupes. Enfin, la question se pose quand même. Ouais, c'est bien la preuve que c'est pas un sujet. Non, bien sûr. La particularité de Nantes, c'est que finalement Paris est en banlieue nantaise. C'est 2 heures de train. Voilà, donc l'aller-retour se fait très bien dans la journée. Évidemment, on vit dans un pays qui est hyper centralisé. Nous, on est sur un segment, une approche B2B, donc les sièges sont ici à Paris, le business se fait ici à Paris. Autant vous dire qu'en 2010, quand j'ai démarré, on me demandait où étaient nos bureaux à Paris, j'expliquais qu'on était à Nantes, et on me disait « mais Nantes, mais pourquoi ?» Mais est-ce que vous avez aussi des bureaux à Paris ? Aujourd'hui, oui, on a aussi des bureaux à Paris. Ouf, nous voilà rassurés. Qui d'ailleurs sont plus du tout occupés. Tout le monde est à la maison. Bon, je pense que on a quand même des équipes qui passent de temps en temps dans les bureaux, mais la proximité avec Paris fait que aller faire du business à Paris, faire l'aller-retour, c'est tout à fait possible. Au démarrage d'iAdvise, je prenais le premier train, celui qui pique, et puis le dernier. Et j'avalais, j'enchaînais les rendez-vous toute la journée. C'était des rythmes intenses, mais tenables. Et par ailleurs, le train est intéressant. Parce qu'en fait, alors maintenant, la connexion est un peu plus stable dans les trains, mais à l'époque, les trains, c'était pas de connexion Internet. C'est un moment de déconnexion. Exactement. Tu peux te concentrer sur autre chose. Exactement. C'est un moment propice pour travailler sur des sujets de fond. Voilà. Et donc, c'était aussi un moment à soi, un moment de réflexion, introspection, de pensée sur la stratégie de la boîte. De retour de Paris, où on a enchaîné peut-être 5 rendez-vous dans la journée et on fait un peu l'analyse, la synthèse pour comprendre comment on doit adapter son offre, comment est-ce qu'on peut orienter la stratégie de la boîte. Donc ça, c'est des éléments très positifs. Le deuxième élément très positif, c'est qu'on a fait partie de ces premières boîtes à Nantes qui ont été très visibles. Et d'autres sont venus. Alors, aujourd'hui, d'autres sont venus, ouais, bien sûr. Mais en tout cas, à l'époque, je pense qu'on fait toujours partie de ces têtes de pont, ces visages qui sont visibles à Nantes, vers lesquels on se tourne naturellement. Tous ceux qui rejoignent iAdvise ont une histoire avec Nantes. On a
quasiment un recrutement sur 2 qui se fait en dehors de Nantes. Voilà. C'est des gens qui reviennent à Nantes pour X raisons ou qui viennent chercher un cadre de vie différent. Donc ça a toujours été un avantage en termes d'attractivité de talent, puisqu'en fait les gens rejoignaient une aventure professionnelle, mais changeaient aussi de projet de vie. Voilà. Et puis des inconvénients évidemment, puisque malgré tout on a un accès plus limité à un pool de compétences, et on n'a pas toute la proximité qu'on peut avoir, notamment sur j'ai envie de dire la partie networking. Voilà. C'est-à-dire que aller se faire un apéro, un after-work, etc., quand on a sa vie ailleurs, qu'on est installé, qu'on a une vie familiale, on va le faire de temps en temps, mais on ne peut pas se permettre de le faire toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine. Voilà. Et donc on le disait, ça ne vous a pas empêché de trouver des clients, ça ne vous a pas non plus empêché de trouver des investisseurs, et on a un investisseur qui a une question pour toi. Je te propose de nous dire qui te pose cette question juste après l'avoir entendue. Vous avez un message. Salut Julien. Bon, j'ai une question que je n'ai jamais osé te poser directement, et je crois que c'est le bon moment. Tu t'attends au pire. Tu es un formidable entrepreneur, dirigeant, qui s'investit pleinement dans l'aventure d'iAdvice depuis maintenant plus de 10 ans. Et je sais, pour l'avoir vu de près, que tu ne t'économises pas dans ce rôle de CEO. Tu grimpes au sommet de montagnes enneigées tous les week-ends, avec une paire de skis accrochée à ton sac à dos. Et je suis sûr qu'il ne fait pas très chaud là-haut. Tu cours des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres, jour et nuit, et parfois même tu cumules en courant des centaines de kilomètres pendant des dizaines d'heures d'affilée, et tout ça autour du Mont Blanc, plutôt qu'en faisant des tours du Bois de Boulogne comme tout le monde. Et bref, après cette petite mise en contexte, j'en viens à ma question, que maintenant je ne suis plus seul à me poser. Dis-nous, Julien, pourquoi ? Alors, qui était la personne qui te pose la question ? Ouais, c'est Jérémy Usan qui a été le premier investisseur à croire en iAdvice et donc à investir. Et dans l'équipe ? Ouais, tout à fait. Et qui donc a quitté Alven, puisque c'était Alven, et qui a monté son fonds. Voilà. Singular VC, c'est ça. C'est ça, ouais. Voilà. Et Jérémy, c'est un vrai VC, quoi. C'est un véritable aventurier. Je crois que c'est un entrepreneur quelque part, et il le prouve, voilà, en créant Singular. Et ça a été une super rencontre, au-delà d'un super financement. Voilà. Qu'est-ce qui fait courir Julien Hervouet ? C'est ça la question. Ouais, c'est exactement la question. Ouais, ce que dit Jérémy, c'est que oui, effectivement, je passe mon temps libre quand j'en ai en montagne. Loin de Nantes. Ben ouais, c'est tout le paradoxe. J'habite la région la plus plate de France. Voilà. Et on est toujours attiré par ce qu'on n'a pas, je crois, finalement. Voilà. Et pourquoi ? C'est très simple. Tous les entrepreneurs portent en eux, cette quête du sommet, et 2, cette boulimie de l'activité. Voilà, on a besoin d'être dans le mouvement constant, perpétuel. La course à pied, moi, je l'ai pratiquée en ultra trail. Jérémy la faisait référence à l'UTMB que j'ai couru en 2019, qui est donc une course qui traverse la France, l'Italie et la Suisse, pour faire le tour du massif du Mont Blanc, qui fait 170 km et 10 000 mètres de dénivelé positif. Les 10 000 mètres de dénivelé positif sont importants. On dit que 1000 mètres, ça équivaut à 10 km d'effort, donc ça rajoute à peu près 100 km. Quoi. C'est courir 270 km sur le plat. Alors pourquoi ? Parce que c'est une quête intérieure. Voilà, c'est une quête intérieure. Certains disent qu'on cherche à repousser ses limites. D'abord, je crois que on les repousse pas. Hein. Les limites sont ce qu'elles sont, mais on les cherche. Et je crois que c'est aussi ce qui anime les entrepreneurs. C'est-à-dire qu'on est en permanence en train de chercher la limite de nos marchés, la limite de nos modèles, la limite de nos croissances. La limite intellectuelle. Voilà, on est en permanence dans cette exploration.
hein, et donc c'est évidemment avant tout, je crois, un voyage intérieur. Voilà. Et c'est une course qui, moi, j'ai bouclé en 42 heures. Alors, les premiers finissent ça en moitié moins de temps. C'est absolument incroyable. On se demande comment ils font. Donc, moi, j'ai pris mon temps, mais je suis allé au bout. Et c'est des voyages intérieurs dont on revient grandi. On revient fondamentalement transformé. Voilà. Et puis à côté de ça, il y a cet amour de la montagne et des sommets, qui est un endroit dans lequel j'arrive à me libérer et trouver mon équilibre. Est-ce qu'au-delà de la performance sportive, tu n'as pas aussi justement une dimension un peu introspective autour de... Parce que du coup, c'est des sports pas tellement collectifs. Enfin, tu te retrouves souvent un peu seul pendant des durées qui peuvent être assez longues. Est-ce que c'est pas un peu assimilable comme de la méditation ou des moments où tu penses à d'autres choses, ou peut-être d'ailleurs à ton business, mais enfin, des moments effectivement introspectifs? Alors, premier point, c'est quelque part un collectif. Voilà. Parce que sur ce type d'épreuve, il y a un collectif qui se met en marche et qui rend possible l'atteinte. Ça passe par l'approvisionnement et tout l'accompagnement, mais évidemment tout le support mental dont on a besoin. Et puis, on part avec des centaines et des centaines d'autres personnes. Voilà. Et donc, il y a aussi des rencontres qui se produisent pendant cette course, même si évidemment, on est seul à avancer et qu'on n'est pas encordé, contrairement à l'alpinisme. Maintenant, tu n'as peut-être pas le temps de faire la causette non plus. Oh, si, ouais, on discute. Ouais. Puis l'UTMB, ce qui est passionnant, c'est que c'est plus de la moitié de coureurs qui sont des coureurs étrangers. Donc, en fait, on a des gens du monde entier qui viennent. Donc, sont réunis à un moment donné à des gens qui sont tous un peu tarés et qui se sont lancés dans un défi qu'ils ont tous préparé. Voilà. Donc, il y a un objet et un sujet commun qui nous rassemble. Et oui, c'est méditatif. C'est hautement méditatif. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Je vais courir régulièrement en partant du bureau le midi. Voilà. Je ne peux pas courir nécessairement très longtemps, hein. Ça peut être 45 minutes, 1 heure. Et au-delà de l'hygiène physique que ça m'apporte une hygiène mentale. Mais au-delà de ça, ça a été une capacité pour moi parfois à dénouer des problèmes. Il y a un truc un peu magique comme ça dans la course à pied qui est... on part avec tout un tas de sujets un peu noués. Et puis, il y a un espèce de schéma mental, moi, que j'arrive pas toujours très bien à m'expliquer, qui fait qu'en fin de course, c'est évident. Ouais, c'est évident. C'est ça. Voilà. Et comment est-ce que ça s'est produit? C'est-à-dire, quel a été le cheminement? C'est difficile de rétro-ingénierer cette approche-là. Voilà. Et puis enfin, moi j'ai plein de mecs chez iAdvice de femmes et d'hommes hein, qui courent. Et régulièrement, ça m'arrive de partir avec d'autres personnes de chez iAdvice, de faire connaissance avec certains. À dénouer. Non, pas nécessairement de parler toujours boulot. Ça m'est arrivé de parler boulot. Mais d'ailleurs, on vit un moment qui est différent. Voilà, parce qu'on est dans l'intensité de l'effort, donc on est dans un rapport à l'autre qui est complètement différent. On est sur une forme de pied d'égalité, on est avec un short, un t-shirt. Je suis plus le patron, c'est plus un salarié, on est des coureurs. Voilà. On fait les choses un peu à l'envers de ce qu'on fait d'habitude dans cette deuxième partie sur le canapé. Donc on n'aura pas mis ce super jingle, mais là on est vraiment dans ce moment. S'inspirer. Respirer. Donc tu inspires, tu respires, tu t'inspires notamment à travers la montagne. Et pour boucler la boucle sur ce sujet, je te propose la dernière question surprise qui t'est adressée par un proche. On l'écoute. Vous avez un message. Un autre entrepreneur nantais. Moi, cher Julien, on te connaît, deux passions très fortes chez toi, l'entrepreneuriat d'un côté et la montagne de l'autre. Penses-tu, dans les prochaines années, ou peut-être dans les prochains mois, que ces deux passions vont fusionner pour devenir un seul et même projet? Alors du coup, Julien, tu peux peut-être nous dire qui te pose la question avant d'y répondre. Mais c'est ce bon Michael Froger. Michael, qui est un peu partner in crime, puisqu'en fait, on
On nous associe souvent tous les deux, deux sociétés un peu emblématiques de l'écosystème nantais. Et puis surtout, ce qui est rigolo, c'est qu'avec Mickaël, on a vraiment partagé nos premiers bureaux, on a vécu les premiers instants de vie de nos entreprises, on a perlé nos premières gouttes de sueur entrepreneuriale ensemble. Voilà. Puisqu'on était dans un appart à Nantes ensemble, chacun dans une pièce avec une salle de réunion, une cuisine, une petite salle de bain avec une baignoire sabot dans laquelle je prenais ma douche après avoir couru le midi. Exactement. Voilà. Et Mickaël, lui, ne courait pas. Je croyais que tu allais dire qu'il ne se douchait pas. Non, il ne courait pas et il me prenait pour un fou. Voilà, un fou furieux. La situation a bien changé, ma foi, depuis. Oui, moi je le suis sur ce travail, je le vois courir des distances incroyables, donc on sent qu'il est aussi sportif que toi. Il fait du vélo, c'est ça? Ouais, il fait beaucoup de vélo, Mickaël. Et alors du coup, il avait une question pour toi, je te propose d'y répondre. Comment tu vas allier ta passion entrepreneuriale et ta passion de la montagne? Alors, je ne sais pas si c'est souhaitable. Voilà, c'est toujours le risque de détériorer et de tuer sa passion en cherchant à la monétiser finalement. Mais j'ai trouvé en tout cas une façon de réunir ces deux univers qui sont très importants, essentiels pour moi et extrêmement connexes en devenant partenaire investisseur dans une société qui s'appelle Mountain Pass. Qui fait quoi? Qui est une société qui mène la transformation des organisations, des équipes et donc des individus par l'expérience de la montagne, de la haute montagne, de l'altitude, qui est une société de formation, de Learning Expedition, cofondée à la base par Blaise Agresti et Karine Salvi. Blaise, c'est un polytechnicien qui a été commandant du PGHM, donc le secours en haute montagne, qui a ensuite été commandant de gendarmerie. Voilà, exactement. Et qui, c'est marrant, a quitté en fait la gendarmerie quand il a été appelé à des hautes fonctions d'État et est devenu directeur commercial monde de Petzl, qui est un équipementier en matériel de montagne. Vous connaissez peut-être Petzl au travers des lampes frontales. Excellente PME familiale de la région de Grenoble, je le dis en tant que grenoblois, c'est une des fiertés locales. Ah, c'est une super boîte, effectivement. Il est sorti de cette expérience-là en cofondant Mountain Pass avec Karine Salvi, qui est l'ancienne PDG de Poweo. Et aujourd'hui, ils ont été rejoints par Laurence, qui est l'ancienne CMO de LinkedIn, CRO de Pipedrive. Donc un cocktail explosif, une super équipe, une super cordée. Très à même de comprendre les enjeux de transformation des comités exécutifs et des organisations et qui emmène justement ces équipes vivre des expériences qui vont transformer l'individu, l'organisation, répondre à des enjeux de transformation managériaux avec tous les parallèles de cordées, de sommets, d'engagement, de prise de risque, qui sont évidemment des thématiques qui sont proches de quotidien. La vie de l'entreprise. Ouais. Exactement, voilà, tout à fait. Et moi, je le dis pour la petite anecdote, mais le campus d'innovation positive que je préside, qui s'appelle The Camp à Aix-en-Provence, c'est justement le nom de la marque The Camp et vient du Base Camp, qui est le camp de base avant qu'on monte un sommet, que ce soit le Kilimandjaro, l'Everest ou le K2. Et c'est cette idée qu'effectivement, on peut transformer les entreprises, les organisations, mais aussi les modes de management en s'inspirant notamment des conditions de solidarité qui peuvent être celle d'une cordée, avec notamment le rôle du manager qui est très différent finalement du rôle du guide, sauf quand on se projette différemment, qui est d'emmener les gens ensemble vers le sommet sans créer de compétition, mais plutôt une solidarité. Et comment interagissent les questions de sécurité, de se faire confiance, et puis évidemment de se dépasser ensemble, et puis après aussi de célébrer des victoires communes. Moi, je vous propose de célébrer la naissance d'un tout jeune garçon. J'ai pas la date exacte. Il s'appelait Julien Hervouette. Il est né à Nantes. Et donc, je te propose, Julien, de revenir sur ton enfance. Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous? On te met sur le canapé. Eh ben, je suis bien là. C'est confortable. Non, ce qui est intéressant pour nos auditeurs, c'est aussi de comprendre le milieu dont tu viens et qu'est-ce qui fait que tu es l'entrepreneur à succès. Est-ce que c'est l'environnement familial, l'environnement éducatif, la région nantaise peut-être, ou d'autres traits de caractéristiques de ta personnalité?
Bon, alors déjà, la notion d'entrepreneur à succès, c'est un vrai sujet. Bon, on va pas débattre, voilà, mais voilà, où est-ce qu'on définit le succès, c'est une autre question. Qu'est-ce qui fait en tout cas qu'on décide d'entreprendre, voilà, qu'on réussisse ou non. Voilà, moi, je suis issu d'une famille ni pauvre ni aisée, tout à fait standard, avec voilà, une maman qui était instite et qui s'occupait des enfants du voyage, donc un métier très engageant, on va dire. Et puis un papa qui a gravi les échelons progressivement pour finir directeur commercial dans une SS2I. Au global, on m'a toujours ouvert au possible. C'est-à-dire que moi, j'ai un papa qui est passionné de théâtre, d'art, donc en fait, on m'a ouvert au monde, à la culture, au voyage. Et surtout, on m'a toujours invité à prendre des initiatives, à oser. Et on m'a toujours encouragé dans ce que je voulais faire. Et ça, c'est une immense chance. Et ça, des petits. Oui, et ça des petits. Voilà. Et ça des petits, on m'a toujours donné ce capital confiance. Alors, pour moi, c'est évident, mais finalement, je me rends compte autour de moi, j'ai d'autres copains qui ont voulu entreprendre, issus de milieux plus favorisés, avec des parents qui disent « Mais qu'est-ce que tu vas faire à prendre le risque de créer une boîte, de te planter, alors que tu as fait des études brillantes par ailleurs, et que tu pourras avoir une très bonne place dans un grand groupe ?» je crois que ça doit être difficile finalement de décider de contrecarrer le plan familial. Bon, voilà, moi on m'a ouvert à ça, on m'a toujours encouragé, c'est une chance. On m'a supporté quand j'ai créé iAdvise. Mon père m'a filé le capital initial pour pouvoir abonder pour créer la boîte. Pas grand chose, mais suffisamment pour démarrer. Ouais. Voilà, donc on m'a toujours mis le pied à l'étrier. Et puis j'ai toujours porté ça en moi. Quand on me pose souvent cette question de qu'est-ce qui fait qu'on devient entrepreneur, j'ai tendance à répondre que j'ai l'impression d'avoir été entrepreneur depuis toujours, gamin. Je fabriquais des Scooby-Doo pour aller les vendre en porte-à-porte. J'allais ramasser les feuilles dans les jardins pour gagner un peu d'argent. L'objectif, c'était pas tellement l'argent. L'objectif, c'était plutôt de vivre un peu cette aventure de grand, d'être dans l'action, de se réaliser par soi-même au travers de sa propre activité, de le faire avec des copains, de s'amuser. Voilà. Et donc, j'ai toujours été naturellement animé par ça. Voilà. Est-ce que tu avais un intérêt pour la chose technique aussi ? Parce qu'on est dans l'univers de la tech. Complètement, oui. En ayant un papa qui bossait dans une SS2I, il y avait des vieilles machines, des vieux ordinateurs qui arrivaient à la maison. Et puis j'avais un frangin qui, lui, touchait pas mal. Et c'est comme ça que je me suis mis à faire un peu de basique, à développer. À quel âge ? Je l'ai fait à l'école primaire. À l'école primaire, voilà, je venais du 10 sprint sur du basique, des trucs très simples, mais qui me paraissaient très ludiques. Voilà. Et puis, je me suis débrouillé à un moment donné pour récupérer un modem. Voilà. Un vieux modem 33600, ce qui m'a permis d'accéder à Internet de façon alternative. C'est-à-dire que je l'avais 1 mois sur 2. Dès qu'on recevait la facture de téléphone, le modem partait dans un placard. Et puis le mois suivant, je rebrûlais des heures et des heures de crédit. Je rappelle que c'était avant l'Internet illimité et avant la large bande, la broadband. Donc du coup, effectivement, ça coûtait cher. Ouais, et puis on était à Nantes, il fallait se connecter à Paris en plus. Donc il fallait payer des communications qui n'étaient pas des communications locales, ouais. mais nationales. Voilà. Et donc, quand j'avais accès à Internet, je bricolais, j'ai fait un bout de site Internet. Et c'est rigolo parce que ça fait le lien avec iAdvise. Je passais beaucoup de temps sur IRC, qui étaient des chatrooms qui permettaient de se connecter avec des gens à l'autre bout du monde ou à l'autre bout de la France, de pouvoir parler de tout et de rien. Et moi, j'étais fasciné, voilà, par le fait de me dire que là, à l'instant T, je suis en train de discuter avec un mec qui est à New York. Et j'étais capable de brûler des heures entières sur IRC. Donc il y a eu cette curiosité, cette idée que tout était possible dans ta vie qui forge pour le coup des caractères et montrer que tout est possible. Est-ce qu'il y a
comment dire, des sortes de mantras de vie que tu retiens de toute cette période? Je me rappelle de Julia Bijawi qui disait, et ça rejoindra une partie de ton parcours en tout cas, la confiance l'avenir appartient à ceux qui se font confiance. Voilà, on remet les mots dans le bon ordre. Est-ce que tu as des choses comme ça qui te restent, de profs, de parents? J'ai mon papa qui m'a souvent dit que la chance, c'était le travail qui ne se voit pas. Voilà. Et je l'ai compris plus tard. C'est le travail qui ne se voit pas parce qu'en fait, avoir de la chance, c'est effectivement d'être au bon endroit, au bon moment avec les bonnes personnes, de comprendre qu'il y a une opportunité, des fenêtres qui s'ouvrent et puis de s'engouffrer, de les saisir. Mais ça nécessite quand même de passer beaucoup, beaucoup de temps au mauvais endroit, au mauvais moment, avec les mauvaises personnes. Et ça ne se fait pas tout seul. Voilà. Et donc, oui, pour réussir, il faut de la chance, mais il faut la provoquer et il faut engager l'énergie et le capital temps. Il faut surtout la saisir aussi dans ce que tu dis, ce que j'ai souvent rencontré autour de moi parmi les entrepreneurs, c'est qu'il y a l'idée de savoir saisir sa chance aussi, alors que plein de gens qui peuvent te dire bah, « tu as eu de la chance », la réalité c'est qu'ils en ont sans doute aussi, mais qu'ils n'ont pas su la saisir, et c'est les conditions peut-être de curiosité et de confiance que tu nous décris qui permettent de dire ben, c'est le moment, là je saisis la chance, je ne laisse pas passer le train. Et d'inconscience aussi, parfois. C'est-à-dire qu'on ne sait pas nécessairement ce qui nous attend, et heureusement, sinon on ne le ferait pas. Et c'est pour ça qu'on décide de s'y engager. Donc c'est sans doute effectivement cette curiosité, ce côté aventurier que chacun des entrepreneurs porte en lui. Est-ce que derrière l'inconscience, tu ne mettrais pas l'intuition qui prend le pas sur le cérébral? Non, c'est vrai. Non, c'est vraiment de l'inconscience. C'est vraiment de l'inconscience parce que moi, quand je repense aux premiers mois, aux premières années d'entrepreneuriat, c'est dur, c'est difficile. C'est-à-dire que vraiment on en chie. Il y a assez peu de succès, il y a quasiment que des échecs. On n'a pas beaucoup de moyens, on gagne pas sa vie. Et il faut y consacrer une énergie et une volonté infinie. Voilà. Donc si on savait exactement dans quoi on s'engageait, on n'irait pas. Mais comme quand on décide de courir l'UTMB, je veux dire, si on savait exactement ce que c'est que de passer 42 heures à courir et des moments de souffrance intense, on n'y va pas. Voilà. Donc il faut cette inconscience. Il y a des moments au milieu du chemin où tu dois te dire mais qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais là quoi. Et plusieurs ça c'est fois, vrai. ouais. Les entrepreneurs parfois ils se disent bon c'est pas possible, je vais pas y arriver quoi. Et alors la question arrive, ces fameux moments que tu n'as peut-être pas vécu, mais peut-être que si, où justement tu te dis est-ce que c'est le moment d'arrêter, est-ce que c'est le moment d'accélérer, peut-être de remettre des œufs dans le panier. C'est des moments que tu as vécu? Mais tout le temps, on est en train de se poser cette question de l'élasticité. Hein. C'est est-ce que finalement là, ça y est, on est sur un plateau, on garde le cap, on stabilise. Avec cette tentation toujours d'aller viser le prochain sommet, donc de créer les conditions finalement de la nouvelle étape à franchir, avec tout le risque que ça comporte. C'est-à-dire qu'on est en permanence dans ce questionnement, dans cet arbitrage, mais avec cette envie d'aller au-delà. Et c'est ce qui fait que les aventures après deviennent grandes. Ça nous fait une transition parfaite. Waouh! Alors c'est la claque. Parce qu'évidemment, quand on écoute Julien Hervouet, on entend le succès, une touche d'humanité importante et également, évidemment, l'aspect sportif que tu as décrit. Et pour autant, on sait qu'au-delà de la chance que tu mentionnais, il y a aussi des moments plus difficiles dans la vie d'entrepreneur, tu l'as dit. Alors, est-ce que tu aurais la gentillesse et la transparence de nous partager une expérience de claque que tu as pu te prendre et ce que tu en as retiré? Ouais, effectivement, les claques, elles sont nombreuses, elles sont quotidiennes, elles sont d'intensité plus ou moins forte, mais entreprendre, c'est ça, quoi. Hein, c'est se relever d'une série d'échecs dont on sort grandi et dont on a appris. En dehors des claques classiques, l'erreur de recrutement, le deal qu'on a perdu mais qu'on aurait dû gagner, les erreurs tactiques, etc. J'aime bien l'idée qu'il y a un exemple concret. Il y a sur notre levée de fonds, sur notre série B,
qui était finalement notre première levée de fonds. C'est-à-dire que là, on travaillait avec une banque d'affaires, on faisait un roadshow. On rentre un peu en mode Uber, c'est-à-dire que on a le banquier d'affaires qui organise notre agenda, les rencontres, et on se laisse guider. Ce qui a sans doute été une erreur, puisqu'en fait, en début de roadshow, je me suis retrouvé en face de Bernard Liautaud. C'est un grand monsieur de la tech et du software. Hein. C'est Business Object. C'est un grand entrepreneur qui est devenu investisseur. Qui est devenu investisseur, exactement. Donc qui est chez Balderton. Et il se trouve que je le rencontre en début de roadshow. Voilà. Mais fondamentalement, je ne sais pas qui je rencontre. Voilà. Et surtout, je ne suis pas préparé à rencontrer... C'est un peu le boss de fin, en fait, Bernard Liautaud, dans le game. Dans le game. Mais grave. Et donc, il faut arriver affûté en face de ce genre de bonhomme. Parce qu'en fait, ils vont poser les questions que les autres ne posent pas. Voilà. Et qu'il faut poser. Voilà. Et malgré tout, ces questions-là, on s'y prépare pendant justement la montée en puissance du roadshow. Et donc, je me retrouve en face de lui et je ne sais pas lui répondre. Je ne sais pas lui répondre comme j'aurais dû lui répondre. Évidemment, je lui réponds, mais je réponds mal à certains points. Tu te rappelles la question ? Je ne sais plus précisément. Okay. Ouais, ça fait plus de 5 ans maintenant. J'ai plus précisément les questions, mais en tout cas, je sais que j'apporte pas une réponse à la hauteur de la profondeur intellectuelle de Bernard, quoi. Et je réalise en fait après l'opportunité que j'ai ratée, et je sais aussi toute la richesse qu'apporte ce type de personnalité, ces expériences lorsqu'elle rentre au bord de la boîte pour l'accompagner sur son futur. Voilà. J'ai essayé de rattraper le coup, j'ai réussi à faire venir Bernard à Nantes. Mais j'ai pas réussi à le convaincre. Et en fait, la claque, c'est quoi ? C'est que je suis pas arrivé assez préparé. Voilà. Je suis pas arrivé assez préparé. Là où j'aurais dû arriver beaucoup plus préparé et jouer sans doute peut-être plus tactique dans cette rencontre. Et aujourd'hui encore, je le regrette. J'entendais une interview sur un podcast. Et la réussite est incroyable. Et 2, il apporte, je crois, aux entrepreneurs ce dont ils ont besoin, c'est-à-dire la confiance et la capacité de faire naître chez eux l'ambition et le désir d'atteindre des rêves audacieux. Voilà. Alors Julien, on arrive un peu à la dernière partie de ton podcast, et dont une qui est la rubrique carte blanche. Carte blanche pour 40 nuances de Next. Alors carte blanche, c'est quelques minutes qui te sont laissées sans qu'on intervienne. Donc nous, on se met sur mute, et c'est le sujet que tu veux défendre ou promouvoir. Donc je peux raconter ce que je veux. Je peux raconter une blague, je peux faire ce que je veux. J'imagine que ça doit intéresser nos auditeurs ou pas. Finalement, on va essayer de les intéresser. Voilà. À côté d'iAdvice, je suis cofondateur d'un startup studio qui s'appelle Imagination Machine, qui est Rob Spiro, c'est ça ? Exactement, qui est un startup studio cofondé avec Rob Spiro. Un mot sur Rob, parce que c'est important de parler de Rob. Puisqu'évidemment, comme tous les entrepreneurs, c'est lui qui donne aussi l'âme et le rythme et la vision d'Imagination Machine. Rob, c'est quelqu'un qui a cofondé une startup qui a été rachetée par Google et qui ensuite, chez Google, s'est occupé d'un projet qui n'a pas nécessairement très bien abouti, qui est Google+, mais d'un autre qu'aujourd'hui on connaît sous le nom de Google Meet, qui était Google Hangout. Et qui ensuite a fondé une société qui existe toujours aux États-Unis, qui s'appelle Good Eggs, qui est un peu, j'ai envie de dire, la map à l'américaine. Voilà, c'est faites-vous livrer à la maison les produits issus de producteurs locaux qui sont bons, sains, etc. Plusieurs centaines de salariés, une très belle réussite. Et il se trouve que Rob, il s'est marié avec une Nantaise. Et comme souvent, les femmes ramènent les hommes au nid, voilà, aux origines. Et Rob s'est retrouvé à Nantes. Et il se trouve que moi, je l'ai rencontré et j'ai réussi à l'époque à
à le convaincre. Ça a été plutôt facile, parce que je crois que ça le démangeait, de créer un accélérateur. Et cet accélérateur, c'est devenu Imagination Machine, qui finalement est devenu un startup studio for good, qui crée des sociétés qui doivent avoir un impact sur la société. Ça a donné naissance à plusieurs sociétés qui commencent à être des premiers succès. Jo, qui fait de la protection intime, serviettes, tampons 100% coton bio, livré tous les mois à la maison, et qui reverse une partie de ses revenus pour soutenir les femmes pour qui l'accès justement à ces protections sont compliqués. C'est un projet comme Les Mini-Mondes, qui fait des jeux non genrés en plastique recyclé, qui prône la rencontre, le voyage. Et qui surperforme en ce moment. Très très belle DNVB, qui surperforme. C'est un très beau projet qui est en train de naître avec Let's Give, qui est une application qui révise complètement l'approche du don. Let's Give, je vous invite à télécharger, vous permet en fait de choisir une cause que vous voulez soutenir. Moi, à titre personnel, j'ai soutenu la scolarisation des enfants qui, dans le monde, n'ont pas accès aux écoles, parce que je crois que le futur, il se construira justement au travers de la scolarisation de ces enfants. Et à chaque fois que je réalise un paiement, mon paiement est arrondi au supérieur et reversé à cette cause. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette notion de feedback où je suis en capacité de suivre l'impact qu'ont ces dons en termes d'heures de cours, de projets de scolarisation, etc. Donc c'est toute une série de très 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 beaux projets qui évidemment ont une viabilité et un sens économique, mais qui avant tout et surtout ont un impact et du sens sur l'évolution sociétale et environnementale. Et Rob, il est accompagné d'Émilie Abel, qui s'est occupée de diriger l'incubateur d'HEC et d'HEC Entrepreneurs. Voilà, donc c'est aussi une super équipe. On allait arriver dans la toute dernière ligne droite de ton échange avec nous et les auditeurs, et je viens de recevoir une question surprise qui t'était posée. Donc je la découvre, ce sera peut-être une question business et on revient à la première partie de ton podcast. On l'écoute, c'est Diatendai. Vous avez un message. Bonjour Julien, j'espère que tu vas bien, c'est Diata. Alors la question que je me posais, c'est, je sais que tu es un grand sportif, et je sais qu'il faut également une discipline de fer pour diriger une entreprise. Alors là, ma question, c'est, est-ce que si on n'est pas sportif et qu'on n'a pas cette discipline, c'est plus compliqué de diriger une entreprise ? Est-ce que si on n'a pas de discipline, c'est plus compliqué de diriger une entreprise ? Ça dépend au stade où on en est, tout simplement. C'est-à-dire que dans les phases d'émergence, je ne crois pas qu'il y ait besoin d'une discipline en dehors de l'énergie qu'on va y allouer, mais qu'on démarre sa journée à 6 heures, à 11 heures. Le seul sujet, c'est le temps, l'énergie et le sérieux qu'on va y consacrer. Mais c'est peut-être pas de l'ordre de la discipline. Par contre, je trouve que le sujet de la discipline est un sujet dans les phases de scale qui est beaucoup plus présent, parce qu'on devient une entreprise avec un rythme plus normé, et où en tout cas on rentre sur un sujet qui est plus de l'ordre de la gestion. Voilà. J'imagine le fait de savoir déléguer du coup et de faire confiance aux autres qui peut peut-être se distinguer après du parcours sportif, où le parcours sportif, tu continues de faire des efforts toi-même et de continuer de t'améliorer sur la même courbe, alors qu'effectivement dans le travail en entreprise, tu dois finalement peut-être renoncer à certaines des choses que tu faisais au départ, les faire par d'autres, te concentrer ce sur quoi tu es peut-être le meilleur, etc. Oui, c'est la condition sine qua non des succès, c'est la capacité de s'entourer de ceux qui excellent et nous dépassent, et de leur accorder notre confiance et d'orchestrer leur action, évidemment. C'est ce qui démultiplie les leviers et qui permet de créer des entreprises et des aventures d'envergure. Alors, sur ces quelques notes d'Aretha Franklin, on arrive à la dernière rubrique de ton podcast, Julien. C'est la rubrique qu'on appelle Sista.
Il s'agit de mettre en avant des entrepreneurs au féminin, puisqu'il n'y en a peut-être pas assez dans la tech. Et donc, c'est aussi une cause qui nous tient à cœur. Et a fortiori dans le Next 40. Et a fortiori dans le Next 40, on n'en a pas encore compté beaucoup. Alors, est-ce que tu as pensé à une entrepreneur à mettre en avant et sur lequel on pourra mettre un petit coup de projecteur à la fin de ton podcast? Eh bien, on vient de l'entendre, c'est Diata. Diata Ndiaye, qui est une femme extraordinaire, vraiment, qui est quelqu'un que moi j'ai rencontré lorsque j'étais sur un jury des femmes de l'Ouest. Et Diata, en fait, c'est une artiste. Voilà, c'est une slameuse qui s'est toujours engagée dans une cause essentielle qui est de lutter contre les violences faites aux femmes, en particulier dans des milieux où spontanément les femmes ne vont pas aller s'adresser à la police ou à des organismes qui vont les protéger, les soutenir. Et Diata, elle arrive avec cette cause qu'elle souhaite défendre et elle nous dit quelque chose qui m'a semblé essentiel, majeur. C'est qu'elle était en train de créer une application qui s'appelle Appel pour justement évangéliser sur les violences faites aux femmes, mais aussi les aider à se protéger. Et elle faisait une application et elle nous dit ça, et je m'en souviendrai toujours, elle dit « J'ai décidé de faire une application si j'avais dû mener une initiative il y a 20 ans, ça aurait été une BD. » Voilà. Mais aujourd'hui, pour toucher finalement notre audience, c'est une application mobile. Et donc, elle est en train d'entreprendre sur un projet digital, non pas parce qu'il est digital, non pas parce qu'il est dans l'air du temps, parce qu'il est applicatif, mais bien parce qu'en fait, c'est le support, le moyen d'atteindre son objectif et sa vision, au-delà évidemment de toute la beauté de la vision et du sujet qu'elle défend. Quelle question t'aimerais lui poser? Alors, Diata, je crois que tu as réussi à cocher beaucoup des cases qui te semblaient inaccessibles. Le financement, les fonds trouvés auprès des fondations de Facebook, ce titre de chevalière de l'ordre du mérite, ce prix au CES, l'accès aux instances ministérielles. Aujourd'hui, tu disposes des moyens pour pouvoir défendre cette cause qui t'est chère. Jusqu'où tu vas aller? C'est quoi la prochaine étape pour toi? Quel est le prochain sujet? Est-ce que c'est à toi de le porter? Est-ce que tu veux le confier à d'autres? Quel est ton futur? Eh bien, la question lui sera posée par notre associé Solène Etienne. Il est temps pour nous de te remercier, Julien, pour ce temps passé et ces précieux échanges. Et merci beaucoup d'être venu nous inspirer en venant de Nantes. C'était un super podcast. Merci pour votre accueil, merci pour cette opportunité. 40 nuances de Next. Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.